Hey, probablement la vidéo la plus importante de l'année puisque je vais te montrer ici à quelle sauce le gouvernement va te manger. Et spoiler alerte, riches, pauvres, retraités, tout le monde se fait attaquer au porte-monnaie, y compris les détenteurs de PEA. Mais avant tout, je propose une seconde de silence pour l'ego de François Bayrou qui répète « Préparez le meilleur budget ». Et quand il y a eu l'amendement qui sort qui fait les gros titres partout pour limiter les chiffres d'affaires sans TVA des micro-entreprises, déjà il met 2 jours pour y répondre, mais en plus tout ça pour dire qu'il ne connaissait pas du tout cet article. Donc que ce soit ses équipes juridiques ou autres, personne lui a fait un condensé. Et pour les équipes de communication, ils ont mis 2 jours pour qu'ils disent comme moi en CE2 devant un tableau, à savoir « je ne sais pas ». On ne peut qu'admirer cette compétence, que ce soit de Bayrou lui-même ou de la communication ou de ses assistants. Bien que cela n'a pas encore été confirmé, il semblerait qu'il ait assuré que cette proposition serait supprimée. Avant que l'on voit ensemble les changements actés en 2025, prenons 20 secondes pour mon humble opinion, car il est rare que dans ma profession on prenne parti publiquement. Je te le dis en toute transparence, cette loi il l'enlèvera lui-même largement ou alors Macron le fera pour une raison simple. Notre cher président aime énormément truquer les chiffres des emplois et du chômage, en comptant déjà les micro-entreprises et en incitant les pôles emploi à radier. Si cette loi passe déjà, elle va inciter à travailler sans déclarer donc au black, sachant qu'il y en a déjà beaucoup dans les micro-entreprises, et pour ceux qui ne le pourront pas, ils feront simplement faillite. Ok, ça coûtera peu à Macron car généralement les micro-entrepreneurs n'ont pas le droit au chômage, par contre ça lui coûtera beaucoup quand des centaines de milliers de personnes n'auront plus de quoi consommer et payer de la TVA, qui est juste, je le rappelle, le premier revenu de l'État et de loin. Macron est expert de la politique, du chiffre, il a assez truqué les chiffres pour qu'ils semblent bons, même dans la misère subie par les Français. Mais justement cette loi rendrait tangible cette misère, même dans les chiffres, ce qu'il a réussi à cacher et truquer jusqu'à maintenant. Il n'a donc aucun intérêt à le faire, et sans parler de sa cote de popularité qui ressemblerait plus à un trou qu'à une cote. Par contre, la facture électronique et les futures réglementations qui sont en train de mijoter pour 2029 à l'échelle européenne seront là. Il y aurait bien plus de chances que ça puisse passer car le gouvernement insiste beaucoup sur des manières afin de surveiller certaines transactions, particuliers entreprises. Mais on est qu'au tout début de cette surveillance, d'ici là le black sera encore plus difficile et là je les imagine bien sortir cette loi, en se cachant derrière la faillite financière étatique qui est loin d'être à son prime actuellement. Maintenant on va parler du second élément qui concerne toutes les personnes voulant devenir propriétaires, car on ne va pas se mentir, c'est souvent une des premières occupations des Français et des jeunes. Eh bien c'est officiellement et franchement soudain, le gouvernement augmente les frais de notaire pour l'achat de l'immobilier. C'est-à-dire les frais de notaire que l'on doit tous payer pour acheter de l'immobilier. Ils sont actuellement entre 2 et 3% pour du neuf et entre 7 et 8% pour de l'ancien. Petite digression, j'ai le souvenir d'une vieille publicité de Bouygues Construction qui incitait à acheter du neuf car les frais de notaire sont plus faibles. En moyenne, le neuf est surévalué, souvent entre 19 et 21%. Donc gagner 5% sur les frais de notaire et payer 21% de plus en prix, c'est bof. Après effectivement sur du neuf, on a moins de risques d'avoir des problèmes. Et encore, c'est rarement le cas. Je travaille énormément avec des promoteurs et je vois énormément de réclamations sur du neuf avec tous les grands noms en France, même ceux cotés en bourse. Pour l'instant, le seul où je n'ai pas entendu de problème, c'est Kaufman & Broad. Je précise que je ne suis plus actionnaire et que je n'ai aucun lien avec eux. Aussi, je le précise, certains départements ont le choix de ne pas appliquer la hausse, mais la majorité ont déjà décrété qu'ils le feront. Je te mets un petit visuel des actus qui montre le directeur de l'UDI qui dit, je cite, « Tous les départements vont le faire ». Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Là où je trouve ça pas génial, c'est sur de l'ancien. Passer de 7 à 7,5%, c'est une augmentation faible, car ces 0,5% représentent 8% du total. Mais passer de 2 à 2,5%, c'est une augmentation énorme de 25%. On pourrait donc considérer que les frais de notaire dans le neuf augmenteraient de 25%, c'est énorme. Il semblerait qu'il puisse y avoir une exonération sur les primo-accédants, mais pour l'instant, rien n'est sûr, hormis cette hausse et la déclaration citée précédemment. Une autre fourberie du gouvernement est financière et écologique. On nous incite à mettre des chaudières THPE, soit à très haute performance énergétique. Mais on augmente la TVA dessus de 5,5 à 10%. Ok, dans le budget épargné, elle devait passer à 20%. Mais quand c'est pour remplacer et avoir des équipements qui seraient bien plus efficients, je trouve ça totalement aberrant.
Avant le 1er janvier, TVA incluse, c'était 5 000 euros. Et désormais, on est à 5 200 euros, selon Engie. Et comme je l'ai souvent répété, quand le gouvernement relève un seuil, il a tendance à le faire régulièrement, un peu chaque année. N'hésite pas à regarder le taux de prélèvements sociaux pour t'en rendre compte. Et j'insiste, n'allez pas insulter les notaires de votre région, la très grande majorité de ce que vous leur payez vont à l'État. Donc c'est un peu comme les micro-entrepreneurs, quand on leur rajoute de la TVA, soit ils montent leur prix pour les particuliers et deviennent potentiellement plus chers que leurs concurrents, soit ils baissent leurs marges et gagnent bien moins leur vie. Et là, entre notaires, ça va accentuer la concurrence. Ceux qui rajoutent 500 euros de frais de notaire tous les 100 000 euros, c'est quand même pas négligeable. Également, comme je t'en avais déjà parlé il y a 2 ans, l'État lutte contre l'anonymisation qu'offrent les crypto-monnaies. Pour éviter tout problème, moi je préfère clairement les avoir dans des CTO. Surtout que cela permet de démembrer et d'utiliser des mécanismes très puissants. Donc c'est officiel en France, il faudra que vous communiquiez plusieurs informations et surtout votre NIF, soit votre numéro fiscal, donc le fisc aura accès à toutes vos transactions. C'est un coût assez fort car on pensait avoir encore entre 2 et 3 ans avant que ce type de réforme passe. Pour ma part, je ne suis pas contre, même si lorsque l'on voit qu'il y a peu on ne payait pas d'impôt dessus, de toute manière je mettrai ma main au feu qu'il y aura une surtaxe fiscale entre la bourse et les crypto-monnaies. Avec évidemment ce surcoût en défaveur des crypto-monnaies, là où le gouvernement américain l'incite, la France le surtaxe. Après, loin de moi l'idée de dire que Trump est génial, mais au moins je lui reconnais le fait d'avoir changé d'avis car avant il était largement anti-crypto. Maintenant, avant de voir comment le gouvernement s'attaque au PEA, j'acte enfin la fameuse destruction du LMNP. Cela fait des années que c'était dans les tiroirs et c'est enfin fait. Bon, il y a plusieurs moyens d'atténuer cela, mais globalement ça engendrera un coût financier dans tous les cas. Pour faire simple, on avait une petite anomalie sur le LMNP, on pouvait amortir un bien immobilier, donc déduire une baisse fictive sur les revenus, mais là où c'était fou, c'est qu'au moment de la vente, on ne déduisait pas l'amortissement. Donc d'une certaine manière, on les gagnait 2 fois. Alors c'était super fiscalement parlant, mais il faut admettre que c'était une anomalie comptable, qu'elle a duré un certain temps et que ça ne pouvait pas être éternel. Mais c'est quand même triste d'acter sa fin, maintenant les amortissements seront bien réintégrés lors de la vente. Après, si on conserve le bien presque 30 ans, on ne paiera ni impôt sur le revenu ni prélèvements sociaux, mais bon, entre l'écologie, les catastrophes naturelles et les déplacements de centre-ville, ça reste un sacré pari. Alors j'ai eu des clients à qui j'en ai parlé qui m'ont répondu que ça ne concernait que les Airbnb et assimilés, mais sachez que j'ai eu un centre des finances publiques qui m'a confirmé que c'était pour tous les LMNP, y compris pour de l'habitation principale, pour les locataires et non que pour les résidences touristiques. Au moins c'est un peu smart de l'avoir fait à un moment où les taux bancaires baissent et au moment où les banques veulent à nouveau faire de l'emprunt. Concernant le PEA et la très grande majorité de vos ordres, le gouvernement vient d'augmenter la taxe sur les transactions financières et la taxe augmente quand même de 33%, en passant de 0,3% à 0,4%. En soi, je ne suis pas contre une augmentation de cette taxe, mais je trouverais plus juste qu'elle s'applique par rapport au montant, soit par opération, soit par le montant bougé par an. Déjà, elle va quand même pénaliser les personnes qui font du trading, mais en plus, ça reste une taxe identique pour tout revenu. A la base, notre fiscalité était censée être progressive, je trouve qu'on casse de plus en plus ce mécanisme. J'ai beau être une CGP, je trouve qu'entre la flat tax et ce type d'impôts qui sont de plus en plus forfaitaires, on s'éloigne de la progressivité de l'impôt, et je trouve que les ultra riches ont déjà largement assez de moyens de payer moins d'impôts, là où les classes moyennes qui commencent à en payer ont bien moins de marge de manœuvre, je dirais donc qu'on continue à aller dans une injustice fiscale. Et pour finir, encore une fourberie sur l'inflation, Macron va ouvertement nous voler plus de 0,2% sur la revalorisation des barèmes. C'est facile, avec Macron déjà il minore l'inflation. J'ai fait une vidéo sur les mensonges factuels du calcul de l'inflation, et même sur le chiffre minoré, il arrive encore à gratter. Tous les barèmes devraient être revalorisés au rythme de l'inflation 2024, à savoir 2% selon l'INSEE, et toutes les failles de l'IPS, donc au final je n'ai vu aucune justification réelle, mais il revalorise l'ensemble des barèmes à seulement 1,8%. Et du coup c'est là où je suis un peu ronchonne car le pass est revalorisé lui de seulement 1,6%, ce qui fait que tout l'abondement et la participation qui vont avant tout aux salariés subiront donc une perte de pouvoir d'achat doublement supérieure. Car déjà l'inflation est minorée dans le calcul et le barème est moins revalorisé. Certains sont contents car le barème a été revalorisé alors que l'absence de budget mettait un doute, mais comme l'a répété dès le premier jour Macron, il pouvait très facilement revaloriser le barème de l'impôt sur l'inflation,
Donc en aucun cas ce n'est un cadeau. Surtout qu'il a enlevé 0,2% sur l'inflation pour l'impôt sur le revenu et 0,4% sur le pass. C'est donc un bilan assez mitigé entre la fin des Pinel, du LMNP, les barèmes mal revalorisés, pour l'instant les micro-entreprises détruites. D'ailleurs, peu en parle, mais les micro-entreprises ont subi une hausse de presque 30% de leur URSSAF en 4 ans. Pour tout vous dire, je ne suis pas réellement fan de ce régime car bien souvent, même en comptant le coût comptable, on peut souvent rendre les sociétés plus rentables que les micros. J'ai vraiment vu des cas où des personnes auraient gagné des centaines d'euros par mois en plus en société plutôt qu'en micro. Après, ça reste exceptionnel, mais voilà les éléments qui concernent le plus les personnes pour le PLF 2025 et je ferai une prochaine vidéo très bientôt pour les bonnes nouvelles car il y en a eu certaines et pour une fois que Macron a fait des cadeaux, il faut les citer. Après, certains sont tellement inattendus qu'on dirait que c'est une erreur ou que c'est pour avantager son neveu tellement que ça sort de nulle part. Un peu comme celui qui avait créé l'ISF en épargnant pile sa famille qui avait 80% de leur fortune dans l'art. Et comme par hasard, cette classe d'actifs n'entrait pas dans le périmètre de l'impôt. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Je te demande particulièrement de relayer cette vidéo car il faut informer un maximum sur les abus du gouvernement et rien que cette année, nous avons eu 3 fois où le gouvernement a reculé en voyant la révolte populaire. À part sur la réforme des retraites, ça arrive qu'il cède et plus souvent qu'on le croit. Et plus tout le monde sera instruit et plus ça arrivera très vite. Sur ce, n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir c'est de ne jamais cesser d'apprendre et je te dis à très bientôt.